Bonjour les amis et bienvenue dans cette vidéo d'introduction au cours de droit des biens. Alors le but de ce cours, c'est de vous donner une synthèse globale de la matière de droit des biens. C'est-à-dire que mon but à moi, c'est que vous quittiez cette vidéo en ayant conscience de ce que c'est que le droit des biens et en ayant pris connaissance des différentes grandes notions qui structurent la matière. Donc pour ça, on va faire deux choses. D'abord, je vais vous présenter la structure de la matière, c'est-à-dire le plan, les thèmes que vous allez étudier, et c'est la même chose dans toutes les universités. Donc rassurez-vous, la seule chose qui peut changer, c'est l'ordre du plan. Et puis parfois, vous avez simplement une partie du programme de droit des biens qui est étudiée. Par exemple, si vous avez le droit des biens en première année, c'est rare d'avoir le thème de la propriété collective au programme. Et puis parfois, vous avez même une partie du programme de droit des biens qui est étudiée dans le cours d'introduction au droit. Mais globalement, tous les thèmes qu'on va voir dans ce cours de droit des biens sont des thèmes qui sont enseignés dans toutes les universités, donc il n'y a pas de souci avec ça. La deuxième chose, c'est qu'on va en profiter pour vous rappeler, pour vous faire découvrir les termes, les notions importantes du programme de droit des biens, ce qui fait que ça vous permettra de commencer le cours en étant plus serein et en ayant une vision globale de la matière. À titre subsidiaire, évidemment, cette vidéo peut servir aux personnes qui ont les partiels de droit des biens bientôt, qui sont un peu en galère et qui veulent en profiter pour avoir une synthèse de la matière pour essayer de limiter la casse et de s'en sortir, ça fonctionne aussi. Alors, la matière de droit des biens, avant qu'on commence, deux choses. C'est une matière déjà, il faut le savoir, qui est particulièrement dense. Vous avez beaucoup de choses à apprendre en droit des biens. À mon sens, c'est une des matières les plus difficiles qu'on peut apprendre en première année de droit. Je trouve par exemple que l'introduction au droit ou le droit des personnes sont des matières qui sont quand même moins denses, il y a un peu moins de contenu. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'y prendre au dernier moment. On ne peut pas, par exemple, résoudre un cas pratique sur l'usufruit ou les servitudes en ayant appris le cours un jour avant, ça va être un peu compliqué. La deuxième chose, c'est que c'est une matière assez technique. C'est une matière technique en ce sens que vous avez un vocabulaire spécifique technique que vous allez devoir maîtriser et comprendre et réutiliser dans vos copies pour montrer à vos correcteurs que vous comprenez le droit des biens. Si vous n'utilisez pas ces termes spécifiques, ça va être compliqué. Donc à l'heure actuelle, si je vous parle d'usucapion, si je vous parle de déguerpissement, si je vous parle de fruits, tout ça, c'est des notions, j'imagine, qui ne doivent pas vous paraître très claires. Alors rassurez-vous, justement, on va en parler dans cette vidéo. Comme ça, le droit des biens n'aura plus aucun secret pour vous. C'est tout pour cette introduction un peu longue et on va commencer avec le programme de droit des biens. C'est parti. On a la vidéo, c'est parti. Présentation de la matière. Donc d'abord, il faut savoir définir le droit des biens. Quand vous commencez une matière, on pose toujours les définitions. Donc le droit des biens, c'est une branche du droit privé qui concerne les relations juridiques entre les personnes et les choses. Simple, vous l'apprenez, vous le notez, comme ça c'est fait, vous connaissez la définition si ça tombe en question de cours. Mais alors c'est quoi un bien ? Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas de définition légale de ce que c'est qu'un bien. Vous avez beau chercher dans le code civil, vous ne trouverez pas de définition du mot bien. On a le mot chose qui est utilisé à de nombreuses reprises dans certains articles du code civil, mais on n'en a pas de définition. Donc il faut se tourner vers la doctrine. C'est comme ça en droit, quand on n'a pas de définition légale, on va voir du côté de la doctrine, c'est-à-dire les auteurs. Et même en doctrine, pour compliquer un peu plus les choses, on n'a pas de définition unitaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas une seule définition. Donc on peut considérer de manière générale, en étudiant la doctrine, que le mot bien a trois sens. Premier sens, un bien serait une chose, présentant une utilité, premier critère, et deuxième critère, susceptible d'appropriation. Donc ça, c'est la première définition, le premier sens que peut revêtir le terme de bien. Alors sachez dès maintenant qu'une chose peut être soit corporelle lorsqu'elle a un corps physique, soit incorporelle lorsqu'elle n'a pas de corps physique. Donc par exemple, un téléphone est une chose corporelle, c'est matériellement, c'est tangible. On peut le percevoir par les sens, par le toucher notamment, donc c'est une chose qui a une existence corporelle. Mais une chose peut être incorporelle lorsqu'elle n'a pas de corps physique, mais a une valeur patrimoniale. Donc par exemple, si je vous dis les droits de propriété intellectuelle sont des choses incorporelles, ou des parts sociales, des actions, etc. Deuxième sens de ce mot bien, ça désignerait tous les droits évaluables en argent, soit tous les droits patrimoniaux. Retenez aussi cette notion, comprenant ainsi les droits réels, les droits personnels et les droits intellectuels. Donc ce serait en fait finalement dans le langage courant des richesses. On reparlera bientôt là, des droits réels, personnels et intellectuels. Et puis troisième sens, un bien ne serait pas non pas la chose elle-même, soit la chose corporelle ou incorporelle, mais le droit subjectif qui porte sur la chose et qui permet de s'en procurer le bénéfice. Alors je sais que c'est peut-être un peu compliqué à comprendre pour l'instant, mais retenez que selon ce sens,
ce serait uniquement des droits réels. Un bien serait un droit réel. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le champ d'application du droit des biens a tendance à évoluer. Parce que la notion de bien évolue. Pour plusieurs raisons, et nous on va citer 2 raisons pour que vous puissiez un peu mieux comprendre. La première raison, c'est qu'on arrive de plus en plus dans une économie de l'immatériel. Pourquoi une économie de l'immatériel? Parce qu'on a une tertiarisation de l'économie. À l'heure actuelle, les emplois dans le secteur du service, ça représente la majorité des emplois. Et puis on a aussi l'ère du digital. Donc on a les services immatériels qui ont pris une place considérable. D'ailleurs, le site internet que vous êtes en train de consulter ou les vidéos que vous consultez, c'est bien la preuve qu'on est dans une économie de l'immatériel, que les choses incorporelles ont de la valeur. Et donc les biens intellectuels se sont multipliés et ils s'ajoutent aux biens matériels qui avaient seuls été envisagés par le Code civil immédiatement. Demandez à Portalis, rédacteur du Code civil à l'époque, s'il avait imaginé que on pourrait avoir par exemple des noms de domaine internet qui sont vendus pour des millions de dollars. Je crois qu'il y avait un nom de domaine, c'était lasvegas.com, qui a été vendu plusieurs millions de dollars, ou il y avait carinsurance.com qui a été vendu des millions de dollars. Si vous aviez demandé à l'époque au rédacteur du Code civil, je pense pas qu'il aurait pu l'envisager. Donc évidemment, il y a une évolution du Code civil là-dessus. Et puis la deuxième grande raison, c'est l'influence de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors vous allez voir, hein, dans ce cours de droit des biens, on a à de nombreux passages des exemples qui nous montrent que le droit européen, et particulièrement la Cour européenne des droits de l'homme, influence le droit des biens. Je pourrais citer par exemple en matière d'empiètement, en matière de contrôle de proportionnalité qui est de plus en plus fréquent, de manière générale, hein, qui touche tous les domaines du droit français, qui est appliqué par la Cour de cassation, qui nous vient directement du droit européen. Et donc ça influence notamment aussi le droit des biens. Mais là, pour ce qui concerne la notion de bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme développe une conception large, très étendue de la notion de bien. Par exemple, elle a considéré qu'un droit de construire est constitutif d'un bien. Donc on a une notion vraiment très étendue. Donc la Cour nous a notamment rappelé que cette notion de bien, donc qui est prévue par la Convention européenne des droits de l'homme, ne se limite pas aux biens actuels. Donc non seulement on a les biens actuels, mais aussi des biens futurs, mais peut également recouvrir des valeurs patrimoniales, même des créances, donc droits personnels, en vertu desquels le requérant peut prétendre avoir au moins une espérance légitime et raisonnable d'obtenir la jouissance effective d'un droit de propriété. Donc la simple espérance légitime et raisonnable, bien que ce soit une notion floue, peut constituer un bien. Et donc qu'est-ce que ça veut dire que ça constitue un bien? Ça veut dire que c'est protégé par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc voilà, notion très étendue. On dit que cette notion de bien que s'approprie la Cour européenne des droits de l'homme, c'est une notion autonome, indépendante du sens que vont retenir les États membres. Alors, quelles sont les principales notions à connaître en droit des biens? Et les amis, on va s'aider aussi de cartes mentales pour que vous puissiez bien comprendre ce cours de droit des biens. Petite pause pour vous dire que ce cours de droit des biens est extrait du cours de droit des biens complet qui figure sur notre plateforme. Donc, c'est un cours qui comprend des vidéos comme celle que vous êtes en train de regarder, des fiches de révision écrites, des QCM, des flashcards, des fiches de révision vidéo, bref, tout ce qu'il faut pour réussir le droit des biens. Et puis, vous avez aussi toutes les matières de votre année et les cours de méthodologie. Pour en savoir plus, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. On retourne à la vidéo, c'est parti. Donc, on commence toujours avec une introduction au droit des biens. Et dans cette introduction, dans ce thème, il y a plusieurs passages obligatoires et très importants qui tombent en cas pratique notamment, mais aussi en dissertation, en commentaire d'arrêt. Donc, on va voir 4 choses. La notion de bien d'abord, on en a déjà un peu parlé, mais on va en reparler un petit peu. Les droits patrimoniaux, donc droits réels, personnels, intellectuels, la classification des biens et le contenant des biens, c'est de manière générale la notion de patrimoine qu'on va étudier. Alors, reprenons chacun de ces cours pour en faire une petite synthèse. D'abord, on va s'intéresser dans ce cours aux différentes catégories de choses. Vous devez connaître cette distinction. Ce sont des distinctions doctrinales, mais que vous devez connaître et qui sont... alors pourquoi on fait des classifications? On classe les différents choses dans des classifications pour appliquer un régime juridique, c'est-à-dire un ensemble de règles communes à la classification. Alors on a les choses communes qui sont celles insusceptibles d'appropriation en ce qu'elles doivent profiter à tous. Ça, ce sont des distinctions qui nous viennent du droit romain, puisque vous savez que le Code civil, c'est une synthèse du droit romain, du droit coutumier, donc du droit en fait de l'Ancien Régime, du droit révolutionnaire, etc. Et donc notamment une grande influence du droit romain. On a ensuite les choses sans maître. Donc les choses sans maître, ce sont celles qui ne sont pas ou plus appropriées, mais qui pourront l'être à l'avenir. Parmi ces choses, on a les res nullius et les res derelictae.
Je reviens pas, dans cette vidéo sur, une notion, mais, res nullius sont, les choses qui n'appartiennent à personne et res, derelictare, pardon, sont les choses, abandonnées. On a ensuite les choses hors commerce, donc qui sont celles qui ne peuvent faire l'objet de conventions, c'est-à-dire toutes celles qui ne peuvent pas entrer dans le patrimoine, soit les droits extra-patrimoniaux. Donc choses hors commerce, droits extra-patrimoniaux. Donc ça va être par exemple la nationalité, l'état civil et cetera, sont des choses qui ne rentrent pas dans le patrimoine d'une personne, qui ne peuvent pas faire l'objet de commerce, c'est-à-dire qui sont soustraites à un rapport marchand. On a ensuite la summa divisio entre les personnes et les choses que vous devrez connaître. C'est aussi une notion qui est étudiée dans le programme de droit des personnes. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le droit français se structure autour d'une distinction fondamentale entre les personnes d'une part et les choses d'autre part. La notion de personne, c'est une catégorie principale. On a des critères, et en fonction de ces critères-là, on peut considérer que telle personne est un être humain, une personne, à la personnalité juridique. Et puis on a une catégorie résiduelle, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas personne est chose. Donc les choses, c'est une catégorie résiduelle. Si ce n'est pas qualifié de personne, hop, ça va dans la catégorie de choses. Donc par exemple, le fœtus et l'embryon, en droit français, on l'étudiera, sont qualifiés de choses. En tout cas, ce ne sont pas des personnes. Choses particulièrement protégées, mais ce sont des choses. De même que les animaux. Et on voit bien en fait qu'on a des entités juridiques, les animaux, le fœtus, les embryons, le cadavre, des choses particulièrement protégées. Ces entités juridiques peinent à trouver leur place au sein de cette classification binaire. Et donc un petit peu trop simple pour classer des entités juridiques qui ne sont ni vraiment des personnes à qui on ne peut pas vraiment conférer la personnalité juridique, mais en même temps leur conférer un statut de chose, de bien, ça apparaît un petit peu choquant et surtout inadapté, en tout cas du point de vue du régime juridique applicable. Donc ce sont des choses particulièrement protégées, les animaux aussi. Ensuite, dans un cours numéro 2, on voit les droits patrimoniaux. C'est quoi un droit patrimonial? Ce sont des droits subjectifs qui entrent dans le patrimoine en raison de leur valeur pécuniaire. Ça peut être des choses corporelles ou des choses incorporelles. Comme je vous disais, il y a quelques minutes, les choses incorporelles, dans notre économie de l'immatériel, sont des choses qui ont de plus en plus de valeur. Même si, à l'origine, elles n'avaient pas, été envisagées. Enfin, elles avaient été envisagées dans une petite mesure, mais pas avec l'ampleur qu'on, connaît aujourd'hui. Alors, les droits patrimoniaux, on a d'abord les droits personnels. Alors ça, vous devrez le connaître par cœur, ça peut tomber en dissertation, en question de cours. C'est vraiment la base, hein, c'est même étudié dans le programme d'introduction au droit. Donc un droit personnel, c'est le droit subjectif d'exiger d'une personne une prestation. Donc c'est un droit de créance et ça concerne les rapports entre les personnes elles-mêmes. Donc vous avez une personne et par exemple un contrat qui va établir le lien entre les deux personnes. Ensuite, vous avez les droits réels. Donc un droit réel confère à son titulaire un pouvoir direct et immédiat sur une chose. Donc là, on a un rapport entre une personne et une chose. Hop, rapport direct. Et puis, enfin, on a les droits intellectuels, donc c'est, un droit patrimonial évaluable en argent qui constitue une catégorie intermédiaire entre droit réel et droit personnel. Donc ça, cette catégorie vient, mettre un petit peu la zizanie entre cette classification binaire, droit personnel, droit réel. Une partie de la doctrine propose en fait, cette notion de droit intellectuel. Ensuite, on verra la classification des biens. Alors là, on rentre dans le concret, on rentre dans le pur, cours de droit des biens et on va faire la distinction bien meuble, bien immeuble. Tous les biens sont meubles ou immeubles, nous dit l'article 516 du Code civil. Et le Code civil retient un critère qui est un critère physique, c'est-à-dire tout ce qui est fixe va constituer un immeuble, tout ce qui peut être déplacé ira dans la catégorie de meubles. Donc le Code civil nous dit tout ce qui ne peut pas ni être déplacé ni se déplacer, par exemple, les bâtiments ou les moulins à vent ou à eau fixés sur piliers faisant partie du bâtiment. Tout ça, ce sont des immeubles, donc un immeuble par nature dans la catégorie d'immeubles. On a plusieurs sortes d'immeubles. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous verrez que dans le Code civil, on a beaucoup d'exemples qui nous viennent du monde agricole, et c'est lié en fait au contexte aussi de rédaction du Code civil, où on était vraiment au tout début de la révolution industrielle, dans une France particulièrement agricole. Donc ça se voit à travers les exemples. Et comme le Code civil a globalement été peu remanié, bah, on a encore ces exemples-là qui y figurent. 1804, ça commence à dater. On a l'immeuble par destination. Alors ça, les profs adorent. Vous ne pouvez pas squeezer cette notion, il faut vraiment la comprendre dans le détail, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas pratiques dessus. Donc un meuble par nature, par destination, c'est un meuble par nature, réputé de manière fictive immeuble, en raison du lien qui l'unit à un immeuble par nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais ce que vous êtes en train de vous poser la question, c'est quoi encore que cette notion? Pour vous donner un exemple, imaginez que vous avez une bibliothèque, qui figure, dans un immeuble, donc dans une maison, qui est encastrée ou, fixée et cetera. Et ben, on va pouvoir, à certaines conditions,
considérer que cette bibliothèque est un immeuble par destination. C'est-à-dire qu'à l'origine, c'est un meuble par nature. Techniquement, une bibliothèque, on doit pouvoir la déplacer, mais de manière fictive, on va considérer que ça fait partie de l'immeuble. Et donc tout ça, ça a des conséquences dans les cas pratiques qu'on va vous donner. C'est que si on considère que la pièce est pour simplifier, hein, si on considère que la bibliothèque en question est un immeuble par destination, elle doit, quand elle est vendue, rester avec la maison. Si on considère que c'est un meuble, le vendeur peut prendre la bibliothèque avec lui, pour simplifier, évidemment. Ensuite, on a l'immeuble par l'objet auquel il s'applique. Donc, ce sont des biens incorporels, droits, actions, justice et non corporels qui auront une nature immobilière parce qu'ils portent sur un immeuble. Par exemple, les droits de créance portant sur des immeubles. Pardon. On a ensuite la catégorie de meubles. Donc on a les meubles par nature, qui sont les biens pouvant se transporter d'un lieu à un autre. Après, on a des meubles particuliers, donc on a les meubles par détermination de la loi, donc ce sont des biens incorporels qui n'ont pas de support matériel ou un support matériel indirect, qui sont des droits qui vont porter sur une chose mobilière. Je rentre pas dans le détail là, à l'heure actuelle, retenez voilà, qu'on a différentes catégories. Et puis on a les meubles par anticipation, catégorie jurisprudentielle qui n'est pas visée par le Code civil, ce sont des immeubles par nature, qui vont être considérés fictivement comme des meubles, parce qu'ils sont appelés à le devenir bientôt. Un petit peu l'inverse de ce qu'on a vu pour les immeubles par destination. Donc ces biens vont être détachés de leur support immobilier, et ce détachement peut être issu soit de la volonté des individus, par exemple en cas de démolition, soit naturel, par exemple en cas de récolte. On vous a régalé, on vous a mis des images partout, des vidéos pour illustrer toutes ces notions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de cette classification, bien meuble, bien immeuble, et évidemment c'est pas pour rien qu'on classifie, encore une fois, c'est pour attribuer un régime juridique particulier. Tout le droit des biens, vous allez voir, c'est ça. Ce sont des qualifications, et une fois qu'on a qualifié, donc par exemple on qualifie de bien meuble ou de bien immeuble, on a des règles qui vont s'appliquer. C'est-à-dire un régime juridique qui va être lié à la classification. Ensuite, on a des classifications accessoires à cette classification principale binaire entre meubles et immeubles. Donc par exemple, on a les choses fongibles et les choses non fongibles. On a également les choses consomptibles et les choses non consomptibles. Tout ça, c'est des classifications à connaître. On verra des classifications accessoires que vous devrez connaître. Et ces termes-là, il faut faire attention parce qu'on va les réutiliser et s'en servir dans la suite des cours. Ensuite, on verra rapidement donc la notion de patrimoine. Donc le patrimoine, dans le langage courant, fait référence à des richesses. Quand on dit quelqu'un a un beau patrimoine ou quelqu'un a un patrimoine, dans le langage courant, cela signifie généralement qu'on a une personne qui a des richesses importantes. C'est pas la même chose dans le langage juridique. Dans le langage juridique, un patrimoine, c'est comme un sac, une bulle, mais ce peut être négatif ou positif. C'est pas nécessairement synonyme de richesse. Tout le monde a un patrimoine qui peut être négatif. Donc c'est ce que je vous disais, langage courant, ça renvoie plutôt à la possession de biens. On dit d'une personne qu'il a un patrimoine lorsqu'il possède des biens. Une personne qui aurait des dettes, ça ne viendrait pas à l'idée de dire elle a un beau patrimoine. Pourtant, une personne qui a des dettes a bien un patrimoine au sens juridique du terme. Dans le langage juridique, c'est un ensemble de biens et des obligations d'une personne envisagées comme une universalité de droit, c'est-à-dire comme une masse mouvante dont l'actif et le passif ne peuvent être dissociés. C'est ce que je vous disais, il y a une masse avec un actif et un passif qui forment un tout qu'on ne peut pas dissocier. Donc un patrimoine peut donc avoir une valeur négative si le montant du passif dépasse celui de l'actif. Donc la notion d'universalité de droit, on la définira aussi. On a en droit des universalités de droit ou des universalités de fait. On en reparlera dans les cours. Alors on a une théorie personnaliste de deux éminents juristes, Aubry et Rowe, qui ont beaucoup apporté avec cette théorie, puisque le droit français s'est inspiré de cette théorie pour le patrimoine. Donc selon cette théorie, pour résumer, premièrement, toute personne a nécessairement un patrimoine. Donc vous êtes une personne physique, vous avez un patrimoine. Si on a une personne morale, une société, une association, elles ont un patrimoine. Deuxièmement, aucun patrimoine ne peut exister sans personnalité juridique. C'est pas exactement la même chose que ce qu'on vient de dire avant. Là, ici, on dit que toute personne a nécessairement un patrimoine, et là, on dit qu'aucun patrimoine ne peut exister s'il n'y a pas de personnalité juridique. Troisièmement, et ça c'est très important, puisque en fait, dans ce cours-là, on voit le principe puis les exceptions, les atténuations, une personne ne peut avoir qu'un seul patrimoine. Aïe, c'est le principe de l'unicité et c'est ce qui pose problème. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir intérêt dans certains cas à ne pas avoir qu'un seul patrimoine, notamment en cas d'activité professionnelle, mais ce n'est pas simplement la seule exception. Donc par exemple, en matière commerciale, une personne peut constituer une société, donc une personne morale, qui sera dotée d'un patrimoine propre. En fait, l'idée d'avoir prévu des dérogations à ce principe de l'unicité,
c'est d'éviter qu'une personne qui entame une activité professionnelle puisse, en raison des dettes professionnelles, se retrouver ruinée sur le plan personnel. Donc là, le fait d'avoir une société fait qu'on va pouvoir avoir un patrimoine qui sera lié à la personnalité morale de la société. Et donc ça permet de mettre à l'abri, sous certaines conditions, hein, ça permet de mettre à l'abri le patrimoine personnel. Et donc tout ça, ça favorise l'activité économique, l'entrepreneuriat, etc. C'est la personne morale, la société, qui est titulaire du patrimoine social, qui comprend les biens affectés à l'exploitation. Alors évidemment, ça dépend des formes de société. On a plein de formes de sociétés différentes, et en fonction de la forme, la responsabilité personnelle n'est pas la même. En droit civil également, on verra qu'on a des exceptions, notamment en matière de succession et avec la fiducie. On rentre pas dans le détail maintenant, mais donc retenez qu'on aura voilà, des exceptions à ce principe d'unicité. Par contre, principe d'unicité, notez-le dès maintenant. Ça, c'est fondamental. Thème numéro 2, les amis, on avance avec le thème de la propriété. Alors, c'est un thème qui va nous occuper pas mal de temps, puisque il y a beaucoup de choses à voir là-dedans. Donc d'abord, dans un sous-thème numéro 1, on présente le droit de propriété. Donc on va voir les attributs du droit de propriété, les caractères du droit de propriété. Même si ça paraît théorique, il faut le connaître parce que connaître cette théorie-là permet de comprendre tous les cours qu'on voit après. Quels sont les 3 attributs du droit de propriété? Techniquement, si vous êtes déjà un peu renseigné, vous les connaissez. C'est presque de la culture générale. D'abord, on a l'usus. L'usus, c'est le droit d'user matériellement, aspect positif, ou de ne pas user de la chose, aspect négatif. Ensuite, on a le fructus. Le fructus, c'est le droit de jouissance, le droit de faire fructifier son bien et de bénéficier de ses revenus. C'est l'aspect positif, mais aussi, à chaque fois, on a un versant positif, versant négatif, le droit de les abandonner et de ne pas en bénéficier. Donc l'aspect négatif. Alors qu'on comprenne bien là, ce qu'on est en train de faire, là, je suis en train de vous donner les attributs du droit de propriété, c'est-à-dire que quand vous êtes propriétaire, pour bien comprendre vos prérogatives, vous avez à chaque fois 3 attributs. Et c'est les différents pouvoirs, si vous voulez, que vous pouvez exercer sur la chose qui vous appartient. Et puis, troisièmement, on a l'abusus. Alors, l'abusus, c'est l'attribut fondamental du droit de propriété, parce que, on le verra plus tard, mais on a ce qu'on appelle les démembrements du droit de propriété. On peut avoir un usufruitier et un propriétaire, c'est-à-dire transmettre l'usus et le fructus, et garder l'abusus. Mais l'abusus, on peut jamais le transmettre. Si on transmet l'abusus, c'est que on n'est plus propriétaire. L'abusus confère au propriétaire le droit d'abuser de la chose, d'en disposer matériellement ou juridiquement. Donc techniquement, ça vous permet même de détruire la chose ou de la revendre. Ensuite, on a les caractères du droit de propriété. Distinguer des attributs, même si c'est assez proche. Donc le droit de propriété est théoriquement absolu. Pourquoi je dis théoriquement? Parce que, en fait, si vous lisez l'article du Code civil sur le droit de propriété, on nous dit que c'est le droit le plus absolu. Donc on a une formule, un superlatif qui nous dit le plus absolu, sachant que ça ne veut rien dire. Et puis juste après, on nous dit sous réserve des lois qui le réglementent, etc. Donc en fait, c'est pas véritablement un droit absolu, le droit de propriété, mais bon, on continue de l'enseigner comme ça. Ce qu'on veut mettre en avant avec ça, c'est que il y avait une volonté des rédacteurs du Code civil d'en faire un droit absolument important, fondamental, même s'ils ont été obligés de prévoir des limites à ce droit, notamment aussi pour respecter la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui, elle aussi, fait référence au droit de propriété et prévoyait des limites, mais le droit de propriété apparaît quand même à 2 endroits dans la DDHC. De mémoire, je crois que c'est l'article 2 et l'article 17. Donc, il y a une certaine importance de ce droit de propriété qui voulait être mis en avant par ce caractère absolu. Mais en réalité, c'est un droit relatif. Le droit de propriété, la doctrine s'accorde pour dire que c'est pas véritablement un droit absolu. Tellement on a de dérogations, enfin d'atténuation, d'exception à ce droit de propriété. Et d'ailleurs, on a un thème qu'on verra, après, c'est les limites au droit de propriété. Ensuite, il est exclusif. Donc le propriétaire ne partage ses prérogatives avec aucune autre personne. Ça fait plaisir. Et enfin, il est perpétuel. Ça, on reverra ce caractère à de nombreuses reprises. Le droit de propriété est imprescriptible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le perdre. Là encore, il y a des exceptions, mais on ne peut techniquement pas le perdre selon l'article 2227 du Code civil. En revanche, si techniquement on ne peut pas le perdre par le non-usage, une personne, via la prescription acquisitive, peut acquérir la propriété et ça peut se faire au détriment du propriétaire originaire. Donc là encore, il y aura des petites limites à voir. Sous-thème numéro 2, les amis, l'étendue du droit de propriété. Alors là, je passe vite dessus. On s'intéressera en fait à au bornage, pardon, et à la clôture. On a des règles spécifiques à connaître dessus. Et puis à la propriété du dessous et du dessus. Quand on est propriétaire, on a la propriété du sol qui emporte la propriété du dessus et du dessous. Donc il y a des règles particulières à savoir là-dessus. Ensuite, sous-thème numéro 3, alors moi c'est mon thème préféré, celui-là c'est le plus concret, le plus pratique je trouve, et on peut même, si vous avez habité en appartement ou même en maison, vous avez forcément eu des problèmes de voisinage à un moment ou un autre,
Et donc, c'est intéressant quand même de savoir ce qu'on peut faire, quelles sont nos possibilités quand on a un voisin indélicat qui va nous occasionner des nuisances. Bah là, vous saurez tout pour pouvoir attaquer en justice ce voisin. Vous allez voir, le droit, ça rend procédurier. Quand on connaît un peu les textes, on a envie de faire des procès à tout le monde. Je plaisante, bien évidemment. Au contraire, quand on fait du droit, on se rend compte que les procès, c'est long et compliqué et on préfère esquiver les procès. Donc d'abord, on verra l'abus du droit de propriété. Donc l'abus du droit de propriété, c'est pour le titulaire d'un droit, le fait de le mettre en œuvre en dehors de sa finalité ou selon un autre critère, sans intérêt pour soi-même ou dans le seul but de nuire à autrui. Alors, on a un arrêt fondamental, vous le trouverez sur la plateforme, il y a une correction de cet arrêt, l'arrêt Clément-Bayard, qui a été rendu à l'époque par la chambre des requêtes. Quand vous voyez RUC, c'est que c'était antérieur à je ne sais plus quelle date, mais c'est les vieux arrêts en fait. C'était une chambre de la Cour de cassation. La chambre des requêtes a consacré l'abus de droit. Désormais, l'abus de droit repose sur l'article 1240 du Code civil. C'est-à-dire que c'est un article qui envisage l'engagement de la responsabilité civile. On fait reposer l'abus de droit sur ce texte-là. Alors comment on fait pour faire reconnaître un abus de droit? C'est une faute. Il faut prouver 3 éléments, une faute, un dommage et un lien de causalité. Et en fait, pour démontrer cette faute, il faut démontrer un abus qui se caractérise lui-même par une intention de nuire. Comme c'est impossible de sonder, c'est une expression que j'aime bien, sonder le cœur et les reins des justiciables pour un juge, de savoir si dans son fort intérieur il avait une intention de nuire, et bien dans ce cas-là, l'intention de nuire, on va le déduire en jurisprudence de l'absence de motif raisonnable. Donc par exemple, dans l'arrêt Clément-Bayard, on avait une personne qui avait édifié des pics en hauteur pour donc du côté de sa propriété. Et l'idée, en fait, il avait un voisin qui avait des ballons dirigeables. L'idée, c'était que les ballons dirigeables se prennent les pics. Et donc, on a considéré ici dans cet arrêt qu'il y avait un abus du droit de propriété, puisque là, il n'y avait pas d'utilité de la manœuvre pour le propriétaire indélicat. Donc, on peut abuser de son droit de propriété. Et puis, à côté de ça, on a un deuxième fondement lorsqu'on a des problèmes de voisinage, des conflits. Ce sont, au moins des conflits avec un propriétaire, nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. Donc c'est un cas de responsabilité autonome, cette fois-ci, qui ne relève pas de l'article 1200. L'intérêt, et je vous le dis dès maintenant, retenez-le parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne comprennent pas l'utilité de ces deux types de fondements. Quand vous allez être en cas pratique, on va vous donner des problèmes de voisinage, des problèmes entre plusieurs personnes, vous allez avoir des protagonistes et le but, c'est de comprendre quel fondement impliquer. Si vous êtes en cas pratique, parfois, ça ne servira à rien d'essayer de partir sur le fondement de l'abus de droit, où vous pourrez, mais en l'évacuant au début, en disant on ne pourra pas démontrer l'intention de nuire, parce qu'il faudra démontrer cette intention de nuire, une faute, ce qui n'est pas toujours possible. Donc, vous pourrez, et c'est le cas de la plupart des parties qui vont plutôt partir sur ce fondement, pas toujours, mais c'est un peu plus simple, puisque là, il n'y a pas besoin de prouver une faute dans les troubles anormaux de voisinage. Il y a d'autres conditions, mais on n'a pas ce poids de la faute à prouver. Donc la preuve de l'existence d'un dommage suffit pour caractériser le trouble anormal de voisinage et engager la responsabilité de son auteur. Article 1240. Il nous dit, donc c'est l'article sur lequel repose l'abus de droit, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ça fait partie des articles les plus connus du Code civil, qui ont le plus impressionné au moment de la publication du Code civil. Alors faites attention, avant la réforme du 1er octobre 2016, j'ai pas eu de chance, moi je passais à l'époque le CRFPA pour devenir avocat lors de cette date, donc on avait tous les articles du Code civil qui changeaient de numérotation, c'était assez compliqué. Il s'agissait avant de l'article 1382, il est possible que dans des anciennes décisions, vous voyez l'article 1382 et non pas l'article 1240. On en a terminé avec les limites du droit de propriété. Donc ensuite, on verra le thème de l'acquisition du droit de propriété. C'est-à-dire concrètement, comment on accède au statut de propriétaire. Qu'est-ce qui fait qu'on acquiert la propriété d'une chose, d'un bien. Parce que on parle de bien une fois que on passe du statut de chose à celui de bien, une fois que ça a été approprié. Donc d'abord, on peut devenir propriétaire, et c'est le premier cours, par l'accession. Donc on a un cours sur l'accession. L'accession, c'est un mécanisme d'acquisition de la propriété par extension d'une propriété déjà existante. C'est une application de l'adage « l'accessoire suit le principal ». Donc on distingue l'accession en matière mobilière et en matière immobilière. Donc là, on verra vraiment qu'il y a des règles particulières attachées donc en matière de meubles et en matière d'immeubles. C'est pas exactement la même chose. Donc vous verrez aussi là-dessus que dans le Code civil, on a
on a des exemples pour ce qui concerne notamment l'accession mobilière, où on voit que ça relève presque d'une autre époque, même si ça peut être applicable encore à l'heure actuelle. Mais voilà, on a des hypothèses particulières qui peuvent, par exemple, imaginons, c'est une des hypothèses qu'on envisagera, vous avez une personne qui sculpte une statue avec de la matière qui n'appartient pas au sculpteur. Qui devient propriétaire de la statue? Est-ce que c'est le propriétaire de la matière ou est-ce que c'est le sculpteur qui a créé l'œuvre? C'est ce genre de questions qu'on se pose avec l'accession mobilière. Et accession immobilière, on a aussi là des solutions particulières. Ensuite, donc, on verra à cette occasion notamment la notion d'empiètement. Alors la notion d'empiètement, on va la définir d'ailleurs, c'est une construction ou une plantation de construction ou plantation de végétaux. Imaginez, que vous allez réaliser en partie sur le terrain d'autrui, donc d'un autre propriétaire. La construction va donc au-delà des limites de votre propriété, donc la propriété du constructeur, et empiète sur la propriété d'autrui. Et cette notion d'empiètement, les professeurs l'adorent. Donc là, vous notez en gros quelque part sur une feuille que vous allez afficher sur votre bureau, ne pas squeezer, surtout pas, cette notion d'empiètement. Alors pourquoi les profs l'adorent? Parce que on peut vous faire réfléchir, notamment, vous faire travailler sur le contrôle de proportionnalité. Et c'est une notion vraiment à la mode que les professeurs de cours magistraux adorent. Donc, pourquoi les notions sont sévères? Parce qu'en matière d'empiètement, la Cour de cassation retient classiquement la démolition de l'ouvrage dans son intégralité. Donc, imaginez, vous construisez, je sais pas, une grande cabane qui empiète de 3 centimètres sur le terrain de votre voisin. Le principe, c'est que le propriétaire qui voit votre cabane empiéter sur son terrain peut demander la démolition totale de l'ouvrage. Mais vous avez certains récents qui semblent, je vous dis, faire application du contrôle de proportionnalité lorsque le droit au respect du domicile est en jeu. Je rentre pas trop dans les détails à ce stade. Vous avez de plus en plus de petites atténuations de limites pour éviter la démolition totale de l'ouvrage, mais ça reste quand même limité. Et une porte de sortie, c'est le contrôle de proportionnalité. Donc en fait, concrètement, vous avez les juges, donc la Cour de cassation, ou les juges du fond, qui vont, lorsqu'un droit fondamental est en cause, et là en l'occurrence c'est le droit au respect du domicile et pas le droit de propriété, le droit au respect du domicile, donc par exemple, si vous habitez dans votre cabane, que vous y logez, que vous y rédisez, il y a une atteinte à votre droit au respect du domicile qui est causée par cette démolition. Et donc les juges vont vérifier si cette atteinte est disproportionnée ou pas. C'est le contrôle de proportionnalité. Simplement, même cette solution semble pour l'instant limitée puisque elle ne vise pas l'assiette du droit de propriété, mais l'assiette d'une servitude. Je rentre pas dans le détail parce que je sais que ça doit être presque du chinois à l'heure actuelle pour vous. Mais voilà, il faudra que vous reteniez d'être très attentif à ça quand on va voir la notion d'empiètement. Ensuite, donc, on peut aussi devenir propriétaire par convention. C'est l'acquisition de la propriété par le titre et c'est même, on va dire, le mode le plus répandu. On a par occupation aussi, donc le fait de s'emparer d'une chose mobilière non appropriée avec la volonté d'en devenir propriétaire. Donc l'occupation fait naître le droit de propriété de choses non appropriées. Vous avez une notion très importante. Là aussi, je sais pas pourquoi, me demandez pas, mais en tout cas, ça tombe dans presque tous les cas pratiques. Je l'ai vu tomber à Nice, j'ai vu tomber à Paris 2. Le trésor, les profs adorent ça. Donc le trésor, c'est quoi? C'est là encore, c'est un petit peu différent de la signification qu'on peut s'en faire dans le langage courant. C'est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété et qui est découverte par le pur effet du hasard. Donc là, ici, on va avoir des règles dans le code civil qui permettent de déterminer qui de l'inventeur. L'inventeur, c'est encore une fois une notion juridique qui désigne celui qui découvre le trésor. Pas celui qui fait une invention, celui qui découvre le trésor. Donc qui de l'inventeur ou du propriétaire peut acquérir la propriété d'un trésor? L'hypothèse, c'est imaginer, vous avez des entrepreneurs chez vous qui réalisent des travaux, qui détruisent un mur et qui, à l'occasion de la destruction de ce mur, trouvent dans le mur un tableau, par exemple, qui a une valeur particulière. À qui ça appartiendra? Est-ce que ça vous appartient à vous en tant que propriétaire ou est-ce que ça appartient à l'entrepreneur qui, de fait, est devenu l'inventeur du fait qu'il l'ait découvert? Et ben là, on a des solutions, des hypothèses qui sont distinguées par le code civil et qu'on verra en détail. Ensuite, thème très important aussi, la possession. Alors pourquoi c'est un thème important? Parce que c'est un thème transversal. C'est-à-dire que ce thème de la possession, vous devez le connaître pour comprendre le thème sur les servitudes et sur l'usufruit. Et c'est à ce moment-là que ça devient technique et ça demande un petit peu de temps à digérer pour les étudiants. Donc la possession, c'est quoi? C'est une situation de fait, la possession, contrairement à la propriété qui est une situation de droit. Situation de fait par laquelle une personne se comporte comme le propriétaire d'une chose, meuble ou immeuble, mais ne l'est pas nécessairement en droit. Je possède ce téléphone. Ce téléphone, je le possède, je l'ai en ma possession. J'ai une possession d'un bien meuble, indépendamment de savoir si je le possède en droit. Là, je vous montre pas mon titre de propriété, mais je le possède, j'ai la possession, c'est une situation de fait. Je me comporte comme le propriétaire de ce bien meuble. Le principal effet de la possession est de permettre l'acquisition de la propriété au détriment du propriétaire en titre à certaines conditions.
C'est le but de la possession. Alors, dans la possession, on verra qu'il y a des conditions, des éléments que vous devez réunir. Si on a la possession, l'avantage de la possession, c'est que ça a une triple fonction, ça permet, on va dire une double fonction la plus importante, ça permet de prouver la propriété, et puis surtout ça permet d'acquérir, c'est une fonction acquisitive. Heu, via la possession, vous pouvez devenir propriétaire, même si vous n'avez pas, le titre à l'origine. Donc d'abord, dans la possession, on a un élément matériel, donc le corpus. Là encore une fois, on voit l'influence du droit romain sur, le droit français, le code civil. Le corpus consiste en l'exercice sur la chose d'actes matériels correspondant au droit possédé, comme le ferait le, véritable propriétaire. Donc là, je m'en sers pour téléphoner, pour envoyer des messages, et cetera. Ensuite, on a l'élément psychologique, l'animus domini. C'est l'intention de se comporter comme le véritable titulaire du droit. Je me comporte avec ce téléphone comme le véritable titulaire du droit. Comprenez bien, hein, que la possession, c'est indépendant ou pas de savoir si je suis propriétaire en droit. Je le possède, c'est une situation de fait. Et je me comporte comme le véritable titulaire de ce droit. Je me comporte pas comme un locataire, par exemple, où je sais qu'on m'aurait loué ce téléphone. Donc la possession, pour être utile, c'est-à-dire pour pouvoir jouer pleinement, doit revêtir certains caractères. Quand elle revêt ces caractères, on dit qu'elle est utile. Elle pourra produire ses effets. Donc elle doit être continue, il ne doit pas y avoir trop d'interruptions, paisible, c'est l'entrée en possession qui ne doit pas être violente. Si j'ai volé ce téléphone, la possession n'est pas paisible. Ou si je l'ai racketté, etc., elle n'est pas paisible. Public et non équivoque. Si ces éléments sont réunis, la possession, donc public, ça veut dire que je dois pas le faire, je dois le faire en public, devant le regard d'autrui, etc. Si ces éléments sont réunis, la possession était exempte de vice, donc elle est utile, elle peut produire ses effets, mais là encore une fois, on va avoir des effets qui vont varier selon qu'on est en présence d'un bien meuble ou immeuble. Ce ne sont pas les mêmes règles applicables. En matière mobilière, on a une règle très importante, donc que je détaille, c'est vraiment un cours que j'ai souhaité détailler, hein, dans le cours de droit des biens. La possession en matière mobilière ne nécessite aucune durée. On a une acquisition immédiate. On a un article du Code civil qui nous dit, en fait de meubles, la possession vaut titre. Donc l'acquisition de la propriété par la possession est immédiate en matière mobilière, article 2200. En matière immobilière, en revanche, il faudra l'écoulement d'un certain délai. On parle d'usucapion. Vous voyez, vous savez maintenant ce que c'est. L'usucapion, c'est une prescription acquisitive. Ça permet de devenir propriétaire. Donc le délai est de 30 ans, c'est la prescription trentenaire. Mais le délai peut être abrégé. Un délai de 10 ans à certaines conditions en matière immobilière. Voilà, pour ce thème un peu long, hein, qui nous a un peu occupé sur l'acquisition de la propriété. Et ensuite, on passe au démembrement du droit de propriété. Là, on rentre vraiment dans... à mon sens, c'est surtout ces notions-là qu'on ne peut pas apprendre la veille du partiel. Là, il faut vraiment laisser digérer. Donc vous avez de la chance en regardant cette vidéo parce que je commence à vous éclaircir un peu tout ça. Cette vidéo, d'ailleurs, n'hésitez pas à la re-regarder au fur et à mesure du cours, pour vous rappeler à chaque fois ce qui est important, ce qui n'est pas important. Comme je vous explique là dans cette vidéo, ne squeezez pas telle notion, faites attention, etc. Ça vous paraîtra plus clair au fur et à mesure de l'avancement du cours de droit des biens. Alors on a donc les droits démembrés du droit de propriété. Qu'est-ce que c'est? Donc un démembrement, hein, dans le langage courant, démembrer, c'est retirer un membre. En fait, un démembrement, c'est un peu ça. C'est on va dépecer, démembrer, donc retirer des parties au droit de propriété. Donc les droits démembrés confèrent à leur titulaire une partie des prérogatives, les attributs, qu'on a vus il y a quelques minutes, vous vous rappelez, usus, fructus, abusus, attachés au droit de propriété. On distingue ici l'usufruit de la servitude. Alors d'abord les servitudes. Qu'est-ce que c'est qu'une servitude? Une servitude, comme son nom l'indique, hein, c'est une charge imposée. Donc servitude, ça vient du latin servitudo, qui veut dire esclave. C'est une charge imposée à un immeuble appelé fonds servant pour l'usage et l'utilité d'un autre immeuble appelé fonds dominant. Donc quand vous avez une servitude, vous avez un fonds servant, je vais vous donner un exemple pour que vous compreniez, qui va subir la servitude, et un fonds dominant qui va en profiter. C'est une limitation du droit de propriété, soit au profit de l'intérêt du plus grand nombre, soit au profit d'un autre propriétaire. Donc l'exemple qu'on peut donner, je regarde si je vous en ai pas mis un ici. Donc l'exemple qu'on peut donner, c'est une servitude de passage. Il y a un nombre illimité, hein, de servitudes, mais imaginez une servitude de passage. Donc par exemple, vous avez un voisin qui ne peut pas accéder à sa propriété parce que sa propriété est enclavée. Il doit passer par votre propriété à vous. Une servitude, ça consisterait à établir un chemin de passage qui passe sur votre propriété, mais dont peut bénéficier votre voisin qui n'a pas d'autre moyen d'accéder à sa propriété. Hop, on a une servitude. Donc vous, en tant que propriétaire, avec le chemin qui passe sur votre propriété, vous avez un voisin qui passe chez vous, vous êtes le fonds servant, vous subissez la servitude. L'autre, le voisin qui passe chez vous, c'est le fonds dominant. Il en profite, il en jouit. Donc on a des servitudes légales consacrées par la loi, des servitudes constituées par le juge et des servitudes du fait de l'homme.
Les propriétaires peuvent aménager les rapports de voisinage en établissant des servitudes résultant de leur propre initiative. Il y a beaucoup de choses à savoir sur les servitudes. Cette partie du cours sur les servitudes, je vous l'ai dit, elle est en lien avec celle sur la possession parce que on peut, par la possession, à certaines conditions, établir une servitude à plusieurs conditions. Et en fait, quand vous allez être interrogé sur la servitude, généralement, je dis pas que c'est toujours le cas, mais généralement, vous serez interrogé donc soit sur la constitution d'une servitude, soit sur les règles applicables. Si c'est sur la constitution, vous devrez étudier, dans le cas pratique, savoir s'il y a bien une servitude qui est constituée. Et pour ça, pour savoir si on a une servitude, soit on a une servitude qui est constituée par un titre, soit on a une servitude qui est légale, donc on aura des critères légaux. Par exemple, on a la loi qui prévoit à certaines conditions une servitude de passage, une servitude légale de passage. Soit ce sera une servitude judiciaire, donc consacrée par le juge, soit, enfin dernière hypothèse, ce sera une servitude qui peut être établie par convention entre les parties. Et donc ça, ce sera la première question qui nous occupera. Et puis, pardon, excusez-moi, il y a par la possession. Par la possession. Et donc, il faudra voir les critères de la possession pour voir si on a acquis une servitude. Une fois qu'on a une servitude, après, on appliquera les règles qui sont liées à la servitude. Donc, c'est quoi les règles? Donc, par exemple, on vous posera la question de savoir le fonds dominant, donc celui qui emprunte la servitude, qu'est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il a le droit, lui, je sais pas moi, de l'élargir, par exemple? Est-ce que moi, en tant que fonds dominant, qui emprunte le chemin qui passe chez vous, fonds servant, j'ai le droit de dire, bon, bah, ce passage, il n'est pas assez large, je vais l'élargir pour passer avec une voiture. On verra que la jurisprudence a considéré que oui, mais c'est ce genre de questions qui se posent. Et du côté du propriétaire du fonds servant, lui, il a l'obligation de respecter la servitude. Il doit s'abstenir de gêner la servitude. On a ce qu'on appelle un principe de fixité de la servitude qui s'applique autant au fonds servant qu'au fonds dominant. Et donc ce principe de fixité de la servitude interdit au fonds servant, donc celui qui l'a subi, d'en modifier l'usage ou de la rendre plus incommode. Par exemple, passer par chez moi pour aller dans votre propriété, puisqu'il y a une servitude, moi je suis le fonds servant, et puis je décide soit de la rétrécir, soit par exemple de mettre un mur au milieu, ce qui vous empêche de passer ou vous empêche de passer en voiture ou de passer à pied. Bon bah là, je ne respecte pas le principe de fixité, je n'ai pas le droit de le faire. Voilà, globalement, pour la servitude, vous aurez la première question des constitutions. Est-ce que oui ou non, il y a une servitude? Et puis, deuxième question, quels sont les droits et les obligations, finalement, du fonds servant et du fonds dominant? Ensuite, on a l'usufruit. L'usufruitier, comme le terme l'indique, a l'usage, donc usus, et la jouissance, fructus d'une chose, dont une autre personne appelée le nu propriétaire conserve le droit de disposer. Donc comprenez bien, c'est entre guillemets une opération à deux personnes. Vous avez l'usufruitier qui a l'usus et le fructus, et le nu propriétaire qui a l'abus. Les deux ensemble ont des attributs, le droit de propriété est divisé. Donc ils n'ont pas des droits identiques sur ce droit de propriété, ils ont des droits distincts, différents. Ils n'ont pas les mêmes droits, mais le droit de propriété qui est divisé. L'usufruitier a donc le droit de jouir du bien comme un propriétaire, mais ne peut ni détruire ni vendre la chose, objet de son droit. Alors, on a un usufruit qui peut être d'origine légale. Donc par exemple, donc il y a plusieurs hypothèses, hein, mais les pères et mères ont un droit d'usufruit sur les biens de leur enfant mineur jusqu'à ses 16 ans. Donc un droit de jouissance, si vous voulez, sur les biens de leur enfant mineur, évidemment qui est limité dans leur pouvoir, dans ce qu'ils ont la possibilité de faire, mais c'est un usufruit d'origine légale. Il peut aussi, cet usufruit, avoir une origine conventionnelle. Donc, par exemple, la donation avec réserve d'usufruit, c'est une technique qui va permettre de gratifier tout en conservant la jouissance de la chose, mais à l'extinction de l'usufruit, le gratifié aura la pleine propriété. Alors, pour vous expliquer, parce que ça doit être du chinois pour vous, imaginez, donc vous faites une donation avec réserve d'usufruit. Ça veut dire que vous allez donner, par exemple, imaginons, prenons un exemple simple, une maison. Vous donnez votre maison, je sais pas, à votre enfant, vous lui donnez, mais bon, vous avez besoin de loger quelque part. Donc vous gardez l'usufruit. C'est ça la réserve d'usufruit. Donc vous allez pouvoir en profiter. Par contre, l'usufruit, comme on le verra, l'usufruit est temporaire, il n'est pas perpétuel. Donc à votre mort, par exemple, ou à la fin d'un terme qui est prévu par la convention, l'usufruit s'éteint. Quand l'usufruit s'éteint, le gratifié, donc la personne à qui vous avez donné votre maison, va retrouver la pleine propriété. C'est-à-dire qu'il était simplement nu propriétaire du fait de la donation. Vous aviez conservé l'usufruit pour pouvoir loger dedans, continuer à avoir un logement. Mais une fois que l'usufruit se termine, par exemple à votre mort, eh ben, la personne à qui vous avez donné la nue propriété, donc donné la propriété, va devenir plein propriétaire. Il aura la nue propriété et l'usufruit. Vous voyez l'intérêt là, en l'occurrence, de ce mécanisme. Évidemment, dans le cours sur l'usufruit, on verra plein d'autres hypothèses
qui vous permettront d'y voir plus clair. Ensuite, on a les autres démembrements du droit de propriété, non prévus par le code civil. Alors là, comme je le dis à chaque fois, vous pouvez le squeezer si ça ne figure pas dans votre cours magistral. C'est parfois pas enseigné. Ce que je conseille, moi, c'est de connaître rapidement quand même les différents autres démembrements du droit de propriété, savoir rapidement les expliquer pour limiter la casse si jamais vous êtes interrogé là-dessus. Vérifiez quand même dans votre cours magistral à quel point on détaille sur ces démembrements ou pas. Vous avez les baux de longue durée, comme le bail amphithéotique, le bail réel immobilier ou le bail à construction par exemple. Et puis vous avez le droit de superficie ou la concession immobilière. On rentrera un petit peu plus dans le détail dans le cours, mais bon, c'est pas vraiment le cours, l'objet de droit des biens d'aller dans le détail là-dessus. Ensuite, dernier thème, le thème de la propriété collective. Comme je vous disais, c'est pas au programme pour tous les étudiants, donc vérifiez bien ce qui se fait dans votre université. Par exemple, à Nice, en première année, c'était pas dans le programme de droit des biens, et à Assas, je sais que c'est pas non plus dans le programme de droit des biens. En tout cas, c'est pas dans le programme d'introduction au droit, qui est au deuxième semestre, dans lequel vous avez en fait à la fois du droit des personnes et du droit des biens. Vous n'étudiez pas à Assas la propriété collective en première année. Sauf peut-être exception, dites-le moi en commentaire si je dis n'importe quoi, mais de ce que j'ai vu, moi, il n'y avait pas. Donc on va voir l'indivision d'abord, donc l'indivision ordinaire, ensuite on verra une indivision spéciale qui est la mitoyenneté, puis le thème de la copropriété. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette propriété collective, le Code civil avait envisagé la propriété comme un droit individuel et exclusif. Pour les rédacteurs du Code civil, l'idée c'est qu'on avait une seule personne qui détenait l'intégralité des attributs du droit de propriété, l'usus, le fructus et l'abusus. Mais évidemment, tout ceci s'est heurté à la réalité. Code civil de 1804 a plus de 200 ans, c'est normal qu'il n'ait pas pu tout envisager. Alors comprenez bien, c'est très important par rapport à ce qu'on a vu sur les démembrements du droit de propriété. Dans les démembrements du droit de propriété, on partage les attributs du droit de propriété. Donc ce ne sont pas des droits identiques. Là, pour tout ce qu'on voit sur la propriété collective, on a un droit de propriété, mais avec chaque cotitulaire qui a des droits identiques. C'est-à-dire que chacun a l'usus, le fructus et l'abusus. Nous, ce qu'on avait vu avant pour les droits démembrés, c'était pas des droits identiques. L'usufruitier et le nu propriétaire n'ont pas les mêmes attributs. C'est très important de le comprendre parce que sinon on fait des confusions et ça se ressent dans les copies. Alors, bon, dans le cours de droit des biens, nous on va le voir différemment, mais là je commence par la copropriété des immeubles bâtis, et après on parle de l'indivision, mais ça revient au même. Donc la copropriété, si vous habitez en immeuble, vous connaissez déjà un petit peu, j'imagine. C'est la coexistence sur une même chose, donc les parties communes de l'immeuble, de plusieurs droits concurrents de même nature. Donc on parle de copropriété et non d'indivision, car la cotitularité est temporaire dans l'indivision, alors que ici, pardon, elle a vocation à durer et est conçue comme un état définitif dans la copropriété. Alors, on le verra là juste après, l'indivision c'est un état temporaire. Le législateur ne l'a pas envisagé comme une situation qui a vocation à perdurer, contrairement à la copropriété, où là la copropriété, on organise par la loi la copropriété qui est un état définitif, qui a vocation à durer. Alors la copropriété a été envisagée pour la première fois à l'article 600, qui a été supprimé depuis, mais l'idée c'était simplement de régler des questions de répartition des charges entre copropriétaires, s'agissant notamment de l'entretien relatif aux parties communes. Alors comme on verra, cette question de la répartition des charges, c'est encore, la loi le prévoit encore, puisqu'on a le règlement de copropriété par exemple, dans lequel on doit prévoir ce point-là de manière obligatoire. Mais vous voyez l'idée, on avait une réglementation laconique qui ne s'intéressait pas en profondeur aux difficultés de gestion et de fonctionnement de l'immeuble qu'on pouvait rencontrer en pratique. Et surtout, les dispositions n'avaient aucun caractère impératif, c'est-à-dire qu'elles ne s'appliquaient pas, c'est des règles supplétives, elles ne s'appliquaient pas obligatoirement. Tout ça, ça a changé. Maintenant, on a donc plusieurs lois qui ont réglementé la copropriété, je ne rentre pas dans le détail, mais on a un véritable cadre juridique applicable aux immeubles soumis au statut de la copropriété. Et donc, en fait, qu'on verra dans le cours sur la copropriété, c'est que dès lors qu'on a des critères légaux, dès lors que ces critères sont satisfaits, les lois sur la copropriété vont s'appliquer obligatoirement aux immeubles qui vont entrer dans le champ d'application de la loi. C'est le champ d'application obligatoire. Et à côté, on a d'autres entités juridiques qui pourront appliquer de manière facultative ces lois, la loi sur la copropriété. Je ne rentre pas dans le détail à ce stade pour pas vous perdre. On a donc l'indivision aussi avec l'indivision ordinaire et puis l'indivision spéciale que constitue la mitoyenneté. L'indivision ordinaire, cherchez pas dans le code civil encore une fois, on n'a pas de définition, mais on peut la définir comme une forme de propriété commune, qui donc d'origine légale ou conventionnelle, qui confère à plusieurs personnes des droits identiques et concurrents sur un même bien,
ou sur une masse de biens. Ça, vous devez le comprendre, ça permet tout de suite d'avoir une vision plus claire de ce que c'est que l'indivision. L'indivision peut avoir plusieurs sources. Alors, quand est-ce qu'on se retrouve dans une situation d'indivision? Par exemple, ça peut être en cas de succession. C'est un des exemples hein, qu'on peut donner. En cas de succession, en attente jusqu'au partage des biens, donc les héritiers vont se retrouver en indivision. Ça peut être aussi les époux avant le divorce, etc., prononcer du partage des biens. Donc on a des situations d'indivision qui peuvent... Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'indivision a un caractère provisoire. L'indivisaire peut toujours demander le partage à tout moment. Ça, c'est fondamental à comprendre. Retenez-le dès maintenant. Si vous avez l'indivision au programme, ça, il faut le comprendre. On peut demander le partage à tout moment, c'est-à-dire qu'on peut sortir, un des indivisaires pardon, peut sortir à tout moment de l'indivision. Aucun n'est contraint de rester dans l'indivision. Et puis, c'est un caractère inorganisé. À l'origine, on avait simplement un seul article du Code civil qui concernait l'indivision. Et puis, en principe, c'est organisé par aucune structure. Ces deux caractères ont évolué en réalité. Le caractère provisoire est atténué puisqu'il y a des solutions juridiques consacrées par la loi et la jurisprudence qui permettent en tout cas de se maintenir dans l'indivision à certaines conditions. Et puis, on a le caractère inorganisé aussi qui a tendance à se réduire puisque le Code civil envisage désormais la possibilité d'organiser d'une certaine mesure cette indivision. Ensuite, on a la mitoyenneté. Donc la mitoyenneté, c'est une indivision spéciale qu'on étudiera rapidement. Vous avez tous en tête, j'imagine, le cas d'un mur mitoyen, c'est-à-dire qui va être situé à la bordure extrême des propriétés. Et donc, à certaines conditions, ces murs peuvent être mitoyens. Et puis, quand on qualifie un mur de mitoyen, toujours pareil, hein, qualification juridique et puis effet, on a des effets qui en découlent. Par exemple, est-ce que vous avez le droit d'exaucer, on dit en droit des biens, de rehausser, de surélever le mur mitoyen? Si oui, est-ce que c'est à vos frais ou vous pouvez partager avec le propriétaire voisin? Est-ce que vous avez le droit de détruire la partie, par exemple, une haie mitoyenne, pour à la place y mettre un mur? Bon voilà, c'est toutes ces questions qu'on se pose, c'est-à-dire les droits et les obligations des propriétaires lorsqu'on a un mur mitoyen. Et donc vous voyez là, deux belles propriétés. Je vous souhaite d'avoir un mur mitoyen comme celui-là. Quand vous serez avocat peut-être. Avocat à succès. Donc attention, comme je vous disais, la propriété collective n'est pas similaire au démembrement du droit de propriété. Ici, les titulaires n'ont qu'une partie des attributs de propriété sur une chose et non des droits identiques pour ce qui concerne les démembrements du droit de propriété. Les amis, c'est pas magnifique. On a terminé cette introduction et pour vraiment terminer en beauté, il faut que je vous donne quelques astuces pour obtenir des bonnes notes en partiel de droit des biens. Et c'est des astuces qui, à mon sens, sont redoutables et véritablement efficaces. Si vous avez encore un peu de temps devant vous pour réviser le droit des biens, faites-moi confiance et écoutez ces astuces. Première astuce, il faut toujours avoir en tête des exemples pratiques. Donc moi, j'essaye d'en donner le plus possible dans tous les cours de droit des biens. Franchement, je vous assure que les cours, je les prépare avec sérieux. Je vais rechercher plein d'exemples parce que je veux pas que ça reste trop théorique pour vous. Le droit des biens, si c'est théorique que vous apprenez les règles sans exemple pratique, c'est mort pour vous. Et donc, comment on fait pour avoir des exemples pratiques? Pour moi, il y a deux solutions. Soit vous posez des questions, si vous essayez de savoir aux enseignants, etc. Soit vous lisez des articles, vous tapez dans Google quand vous ne comprenez pas une notion et vous essayez de voir des exemples pratiques. Soit, et moi à mon sens c'est vraiment le plus simple, vous consultez des cas pratiques, des corrections de cas pratiques, parce que c'est un peu toujours la même chose qui tombe en partiel, en cas pratique, et ça vous permettra d'y voir plus clair. Et même si vous êtes interrogé en droit des biens, en commentaire d'arrêt ou en dissertation, les cas pratiques vous aident à visualiser les règles que vous allez apprendre. Donc c'est pas inutile. Au contraire, ça va vous aider à mieux rédiger vos dissertations, etc. parce que vous comprendrez mieux les enjeux. Comment comprendre le thème des servitudes ou de l'usufruit si on ne regarde pas des petits sujets de cas pratiques où on n'a pas un enseignant qui nous a donné des exemples? Je vous assure, c'est impossible. Cette notion, elle peut pas être apprise si vous n'avez pas des exemples. L'usufruit, pour envisager qu'on peut faire une donation avec réserve d'usufruit, etc., c'est impossible à imaginer. Et d'ailleurs, dans le cours sur l'usufruit, je vous donne des hypothèses hein, sur l'usufruit, toutes les hypothèses à peu près que vous pouvez rencontrer pour être certain que vous puissiez pas vous faire avoir là-dessus. Ensuite, alors, non, là c'est ce que je vous disais, donc c'est les exemples, donc exemples pratiques, donc lire des corrections de sujets, etc. Il y a notre cours de droit des biens, évidemment. Deuxième astuce, et ça c'est fondamental aussi, si vous voulez avoir des bonnes notes, dès que vous voyez un terme technique en droit des biens, apprenez-le. Rien que dans cette introduction, je vous ai donné énormément de termes. Il faut absolument que vous fassiez une fiche avec les termes principaux. Et sur les termes principaux, les notions techniques, franchement, vous pouvez facilement en apprendre au moins une vingtaine.
Par exemple, les fruits, vous devez impérativement savoir le définir. Le déguerpissement, je vous dis, c'est en droit des biens, c'est l'abandon d'un droit. Donc l'abandon d'un droit, par exemple, le mur mitoyen, à certaines conditions, on peut abandonner le mur mitoyen, à certaines conditions évidemment, ça s'appelle le déguerpissement. On a vu l'usus, le fructus, l'abusus, tout ça, ce sont des notions de droit des biens, l'usucapion. Voilà, donc dès que vous voyez un mot comme ça, un terme technique de droit des biens, apprenez-le, parce que c'est ce qui vous permettra de mieux comprendre le cours, de mieux réfléchir et de montrer à votre correcteur que vous sortez pas de nulle part, que vous avez fait l'effort de noter ces notions, de savoir les définir et de les comprendre et de savoir les réutiliser à votre compte. Faites très attention aussi à ne pas confondre le sens courant de certains mots avec leur sens juridique. Je prends un dernier exemple. Vous avez la notion d'héritage qui apparaît parfois à certains endroits du Code civil. L'héritage, donc ça peut faire référence aux successions, etc. Mais on va parler d'héritage dans le Code civil parfois pour parler d'un fonds, d'une propriété en fait. Donc faites attention à ça. Parce que ça, c'est la pire chose que vous pouvez faire si vous maîtrisez pas bien le droit des biens et que vous confondez un mot du langage courant avec le langage juridique. Les chargés d'enseignement, je vous assure qu'ils ne vont pas apprécier et là, vous êtes sûr de perdre des points à 1000%. Donc voilà, et après pour le reste, je ne vais pas vous donner un milliard d'astuces qui sont déjà répétées et que vous pouvez retrouver dans les autres vidéos, mais évidemment, travaillez régulièrement, vous entraînez au moins 2 fois dans les conditions réelles de l'examen avant le partiel, c'est-à-dire au moins 3 heures en fait comme un partiel, et d'obtenir une correction personnalisée réalisée par un enseignant. Le cas échéant, alors pour ceux de la formule réussite, vous avez une correction de copie avec nous pour avoir un retour en vidéo sur votre copie. En revanche, si vous n'avez pas la formule réussite, soit vous pouvez tenter voilà, de trouver des professeurs particuliers et vous voyez avec eux pour avoir une correction, soit vous demandez, parfois ça arrive, les chargés d'enseignement ont le temps, vous leur demandez une correction. Par contre, demandez-le poliment parce que je vous assure que les chargés d'enseignement sont particulièrement occupés, sont des avocats, des doctorants, etc. Donc soyez polis, soyez respectueux et demandez-leur, si vous voulez ne pas trop stresser, s'ils peuvent vous mettre une note simplement facultative, vous leur expliquez que c'est pour progresser, que vous voulez savoir comment vous améliorer, etc. Donc je vous ai donné la définition de déguerpissement, donc il y a la notion d'héritage, je vous disais aussi, la notion de partage. Donc la notion de partage, ça fait référence un petit peu avec ce qu'on a dans le langage courant, mais c'est une notion juridique aussi. Voilà, et puis la notion de fruit, donc on a des fruits qui peuvent être des fruits, hein, c'est possible en droit des biens, mais on a aussi par exemple des fruits civils. Il y a des distinctions entre les fruits juridiques. Des fruits civils, par exemple, ça va être des loyers, par exemple. Donc apprenez bien toutes ces notions. L'usucapion, on l'a vu, c'était la prescription acquisitive qui permet de devenir propriétaire, c'est-à-dire d'acquérir un droit. Voilà les amis, on en a terminé avec cette introduction au cours de droit des biens, cette synthèse en fait finalement du cours de droit des biens. J'espère que je vous ai appris 2-3 petites choses qui vous serviront en partiel. Quant à moi, je vous dis bon courage pour vos révisions